conférenciers sont Laurie Maude Drapeau et Antoine Saint-Amand. Veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Alors, Laurie Maude Drapeau est conseillère scientifique à l'INSPQ. Elle collabore sur différents dossiers touchant au changement climatique et la santé, notamment le suivi des projets contre les îlots de chaleur urbains. Elle détient une maîtrise en biogéosciences de l'environnement de l'Université Laval. Nous avons aussi Antoine Saint-Amand, qui est conseiller scientifique spécialisé à l'Institut national de santé publique du Québec, donc des collègues, et qui a travaillé dans le cadre d'un projet financé par le Plan pour une économie verte. Il travaille sur la cartographie des risques sanitaires liés au changement climatique et en particulier ceux relatifs à la chaleur. Donc, M. Saint-Amand est détenteur d'un doctorat en océanographie physique de UC Louvain en Belgique. Alors, à vous la parole. Merci. On est bien content d'être avec vous ce matin pour parler des îlots de chaleur urbains et comment la santé publique et la cartographie peuvent être des alliés pour créer des milieux de vie qui vont être plus résilients face au changement climatique. Donc ici, je vous présente un graphique qui montre l'évolution projetée des vagues de chaleur au Québec d'ici la fin du siècle. Donc, on peut voir que les vagues de chaleur vont être plus intenses, non seulement en termes de fréquence, mais également en termes de durée. Donc, d'ici 2100, en moyenne, chaque région socio-sanitaire va vivre 5 épisodes et 40 jours de vagues de chaleur selon un scénario d'émissions élevées de gaz à effet de serre. Donc, avec la hausse des températures constantes qu'on vit actuellement et qui est amenée à perdurer dans le temps, ça va exacerber un phénomène, le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc, comment c'est défini dans la littérature? Ça va être une différence qui est observée entre des milieux urbains et des zones rurales environnantes, ou encore entre des zones d'un même périmètre intra-urbain, par exemple entre un parc et un stationnement qui va être adjacent. En général, la température moyenne de l'air va y être entre 1 et 3 degrés plus chaude, mais ça peut s'élever jusqu'à 12 degrés là, à certains endroits. Puis, si on se réfère à la température de surface, bien là, cette différence-là peut être encore plus élevée. Les îlots de chaleur urbains découlent principalement des éléments qu'on retrouve dans le cadre bâti urbain, donc la perte de couverts forestiers, l'imperméabilisation des sols qui va faire que l'infiltration de l'eau va être limitée, les matériaux, souvent avec un bas albédo, qui vont favoriser l'emmagasinement de la chaleur, et va dégager la chaleur souvent durant la nuit, qui va faire en sorte que le phénomène va être plus intense durant cette période-là. Et également la morphologie urbaine, donc des quartiers qui sont denses avec des rues étroites. Les îlots de chaleur urbains, ils peuvent venir aggraver les effets délétères des grandes chaleurs sur la santé. Donc, en amenant des impacts directs qui vont aller de la déshydratation jusqu'au coup de chaleur. Mais également, ils peuvent exacerber des symptômes d'une maladie préexistante, comme par exemple les maladies cardiovasculaires et respiratoires, jusqu'au point parfois de causer la mort. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les décès et les maladies sont grandement évitables, notamment lorsqu'on implante des mesures d'adaptation. C'est dans ce contexte-là que le ministère de la Santé et l'INSPQ, dans le cadre du volet santé du plan d'action sur les changements climatiques, communément appelé le PAC, ont eu le mandat de supporter des projets qui allaient permettre de réduire l'impact des changements climatiques sur la santé des populations les plus vulnérables. Donc, on peut penser aux personnes âgées, aux enfants en bas âge ou encore aux personnes qui sont plus défavorisées là, au niveau socio-économique. Donc, ces projets-là devaient viser minimalement la mise en place d'une mesure qui allait amener un gain de fraîcheur en milieu urbain. Donc, ça pouvait être des mesures de gestion des eaux pluviales, d'augmentation d'albédo des surfaces ou encore du verdissement. Donc, les principaux lieux qui ont eu des aménagements, on a des établissements scolaires, des établissements de santé, des CPE, des logements sociaux, donc tous des lieux où on va retrouver généralement là, des populations qui vont être plus vulnérables à la chaleur. Les principaux porteurs de projets qui étaient ciblés par les appels de proposition, on avait des OBNL, des municipalités et également des offices municipaux d'habitation. Il y a eu 2 moutures au plan d'action sur les changements climatiques. Donc, un durant la période de 2006 à 2012, où il y a eu 3 appels de proposition.
Il y a eu plus de 40 projets là, qui ont été réalisés, principalement dans la grande région de Montréal. Puis, avec cette expérience-là, il y a eu 2 nouvelles initiatives qui ont été initiées en 2015 pour venir densifier la végétation des quartiers. Donc, pris naissance le programme Milieu de vie en santé, qui est porté par Nature Québec, et également la campagne ILO, portée par le CRE de Montréal, où il y a eu, je n'ai pas les dernières données, mais je sais qu'en date de 2019, c'était plus de 300 projets qui avaient été menés, donc on peut penser que ce nombre-là est dépassé depuis. Puis, c'est important là, que ces projets-là, il y ait un volet de sensibilisation auprès de la population et des décideurs quant aux impacts des changements climatiques sur la santé. Et afin de transposer là, les apprentissages, l'expertise qui ont été acquis avec ces initiatives-là, c'est 8 nouveaux projets qui ont été amorcés en 2020 dans plusieurs villes du Québec. Puis l'INSPQ a jugé pertinent de voir quels étaient les impacts là, de ces projets de démonstration-là. Donc, a mandaté Environnement Canada qui possédait là, les compétences pour réaliser une étude pour voir quels étaient les impacts en termes de réduction de température de l'air. Ils ont effectué une modélisation pour simuler la réduction de température avant versus après l'implantation des projets. Donc, il y a 4 projets qui ont été évalués, 2 projets qui concernaient l'aménagement de places fraîcheurs. Donc, la première, c'est le projet Verdun fait sa fraîche, où initialement, c'était une surface bétonnée avec un seul arbre qui a été converti avec des abris ombragés, la plantation d'arbres, puis également l'installation de brumisateurs. Par la suite, il y avait la deuxième place fraîcheur, c'est le pôle d'entraide, où ça a pris place au parc Aumont avec l'installation de jeux d'eau, de la plantation également, et puis un nouveau tracé de piste cyclable. Un autre projet qui a été évalué, c'est le projet de l'école Calixa-la-Vallée, où il y a près de la moitié de la surface asphaltée qui a été retirée. Donc, des stationnements qui ont eu des îlots de végétation qui ont été implantés, des terrains sportifs qui ont vu leur surface éclaircie et également une plantation d'environ 250 arbres là, sur le terrain de l'école. Finalement, le dernier projet qui a été évalué, c'est le projet sur le toit du Palais des Congrès de Montréal, le Palais Cultivert, où il y a eu l'installation de bacs d'agriculture urbaine et également l'installation d'un toit vert. Les résultats, dans le fond, de cette modélisation-là, les impacts les plus importants ont été observés pour le projet de place fraîcheur à Verdun et également pour l'école. On peut observer là, des réductions de température allant jusqu'à 3,7 degrés et 2,9 degrés respectivement. Et puis, l'étude mentionne que ces gains de fraîcheur-là sont attribuables au fait qu'il y a eu beaucoup de surfaces qui ont été végétalisées et la déminéralisation. Pour le projet de place fraîcheur du pôle d'entraide, les résultats étaient plus mitigés, voire parfois certaines augmentations de température qui peut s'expliquer dû au fait qu'il y a eu implantation de jeux d'eau qui sont venus prendre la place de surfaces qui étaient végétalisées au départ et également une piste cyclable, le choix de la couleur rouge qui n'est pas nécessairement la couleur qui va réfléchir le plus les rayonnements du soleil. Puis finalement, pour le dernier projet sur le toit vert, la modélisation n'a pas pu montrer des effets vraiment de rafraîchissement parce que la surface sur laquelle il y a eu les aménagements était trop petite par rapport à la surface modélisée. Il y a eu également une analyse plus qualitative qui a été menée par l'INSPQ auprès d'une quarantaine de projets pour voir quels étaient les impacts plus sur la qualité de vie et le bien-être des populations. Puis, qu'est-ce qui en est ressorti? C'est qu'il y avait un bon taux de satisfaction par rapport aux aménagements. On voyait un meilleur sentiment d'appartenance par rapport au milieu de vie, même un sentiment de fierté, parce que souvent, la population est amenée à contribuer au projet. Dès les premières étapes, on sait quels sont leurs besoins. Ils font des activités de co-création avec eux, puis ça va de la phase de départ jusqu'à la plantation. Ça a créé des espaces de rencontre. Donc, les gens se côtoyaient davantage dans le milieu, ça a créé une bonne mixité sociale.
Les gens étaient plus portés à sortir à l'extérieur, faire de l'activité physique, du jardinage. Donc, ça a vraiment contribué au bien-être psychologique. Donc, comme je vous le mentionnais, pour chaque projet, c'était important qu'il y ait un aspect sensibilisation de la population. Donc, autant les jeunes que les moins jeunes ont eu une certaine éducation par rapport aux enjeux découlant des changements climatiques et de la chaleur, comment on pouvait s'adapter face à ces enjeux-là. Il y a également certaines initiatives qui étaient plus précurseurs, je pourrais dire, dans le temps, qui ont servi de modèle pour la réalisation d'autres aménagements dans le secteur. Puis également certains projets qui ont facilité la réinsertion sociale. Je pense notamment à des jeunes décrocheurs, puis également à des personnes pouvant vivre une situation d'itinérance qui ont été amenées à participer au projet. Donc, ça également, c'est un bon coup. Maintenant, comment on fait pour cibler des sites d'intervention prioritaires pour implanter des mesures? La question d'avoir des gains de fraîcheur importants, bien, il existe des outils, notamment des outils cartographiques. Donc, j'inviterai mon collègue Antoine à vous les présenter. Merci Laurie. Comme tu l'as dit Laurie, je vais parler dans le fond des quelques outils cartographiques qu'on met à disposition de tout le monde. Ils sont disponibles gratuitement en ligne, j'y reviendrai. Maintenant, je vais passer un peu sur les différentes cartes qu'on a produites récemment et je vais parler essentiellement de deux types de cartes. Dans un premier temps, de cartes plutôt liées à la température, aux îlots de chaleur, et puis dans un deuxième temps, rapidement, parler de nos cartes de canopée aussi. Donc je vais commencer par les cartes de température de surface, d'îlots de chaleur. Dans le fond, dans le plan d'action pour les changements climatiques, le PAC dont Laurie a parlé, l'INSPQ a reçu aussi du financement pour développer une série de cartes qu'on a fait réaliser par le CERFO. Essentiellement 5 grands types de cartes, donc 3 cartes qui ont été réalisées à la fois pour 2013-2014 et 2020-2022, et puis 2 cartes aussi de différence ou d'évolution sur à peu près 10 ans. Voilà, donc je vais passer à travers ces différentes cartes dans les prochaines minutes. La première carte, dans le fond, qui est un peu la base de toutes les cartes qu'on a faites, c'est une carte d'écart de température de surface. Alors pourquoi est-ce que je parle d'écart de température et pas juste de température? Dans le fond, quand on veut couvrir une grande superficie avec des images satellites, on a besoin de plusieurs images, puis toutes les images ne sont pas collectées au même moment, dans les mêmes conditions météo, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cartographier des écarts de température, autrement dit la différence de température par rapport à une température de référence qu'on a prise en milieu forestier, milieu naturel, normalement non perturbé par une situation urbaine. Alors cette carte, comme je vous le disais, a été faite à la fois pour 2013 et un peu 2014 quand on n'avait pas assez de données en 2013, et pareil pour 2022 avec parfois des données un peu plus vieilles quand on avait des trous dans les données. Ce sont des cartes qui sont produites à une résolution de 15 mètres, donc un niveau de détail de 15 mètres. Chaque pixel fait 15 mètres de taille. Ne sont pas directement des données qu'on a mesurées, c'est en fait une carte qui a été produite avec un modèle de prédiction des écarts de température qui a été entraîné avec des images satellites, Landsat pour ceux qui les connaissent. Et donc les variables qui sont rentrées dans le modèle qui ont servi à la prédiction de ces écarts de température sont de plusieurs types, mais certainement des variables d'occupation du sol, de topographie, d'hydrographie, latitude, longitude, etc. Cette carte-là, on l'a voulu avec la couverture la plus large possible, et donc elle couvre l'ensemble de l'écoumène du Québec, autrement dit toutes les zones qui sont habitées, jusque dans les zones les plus nordiques. À partir de cette carte d'écart de température, on a produit la carte dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est une des cartes les plus connues à l'Institut en tout cas, qui est la carte des îlots de chaleur-fraîcheur en tant que telle. Dans le fond, c'est simplement les écarts de température que je viens de vous présenter qui ont été classifiés sur une échelle à 9 niveaux. Donc c'est la même idée, elles sont disponibles pour les mêmes années, à la même résolution. Ici, elles couvrent non plus tous l'écoumène, mais chacun des centres de population. Alors c'est quoi un centre de population? C'est Statistique Canada qui définit ça. C'est en gros tous les endroits où on a au moins 1000 habitants et au moins une densité de 400 habitants par kilomètre carré, avec en plus une zone tampon autour de ces centres de population. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a classifié en 9 catégories les écarts de température, et j'insiste ici sur le fait que la classification a été faite par centre de population, ce qui veut dire autrement dit que les classes les plus hautes de mon exemple ici à Joliette ne seront pas les mêmes que les classes les plus hautes à Montréal, ni à Sherbrooke, ni voilà. Chaque centre de population a sa classification, et donc
ce qui va être considéré comme un îlot de chaleur ou un îlot de fraîcheur, si voilà, ça marche là, ce sont les classes 1, 2, 3 pour les îlots de fraîcheur et les classes 8, 9 pour les îlots de chaleur. Mais ce qui est considéré dans nos cartes comme un îlot de chaleur à Montréal ne sera, puisque les classes ne sont pas les mêmes, ne sera pas la même chose à Joliette qu'à Montréal ou qu'à Sherbrooke, pour revenir à mon exemple. Voilà, donc ça c'est si je garde uniquement les classes 1, 2, 3, j'ai les îlots de chaleur, et les classes 8, 9, les îlots de chaleur. Donc fraîcheur 1, 2, 3, 8, 9, îlots de chaleur. Ce qu'on a fait aussi, c'est, donc jusqu'à présent on avait des cartes qui étaient ce qu'on appelle cartes raster, donc autrement dit avec tous des pixels. On a aussi essayé de résumer ça dans des zones qui sont plus, disons, ce qu'on appellerait vectorielles, donc autrement dit qui font sens d'un point de vue de la population. Donc ici, en l'occurrence, on a fait une espèce de moyenne pondérée, si vous voulez, de ces îlots de chaleur-fraîcheur par îlot de diffusion. Alors un îlot de diffusion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nouveau c'est défini, je pense, par Stade Canada, c'est essentiellement un pâté de maison, en tout cas dans les zones urbaines. À nouveau, on a fait ça pour les deux horizons temporels. On a à nouveau une couverture pour tous les centres de population. Une valeur par îlot de diffusion, et généralement on présente ça sur une échelle à 5 classes. Dans le fond, c'est une valeur continue, mais on essaie d'avoir ça relativement simple, en 5 classes, qui permet de faire ressortir les zones qui ont la plus grande concentration, la plus forte concentration d'îlots de chaleur urbains. Alors, je vous ai dit, on avait ces 3 cartes que je vous ai présentées pour 2013 et puis pour 2022. On a voulu faire expressément l'exercice en une seule fois de faire les cartes à 2 horizons temporels pour permettre la comparaison ou l'évolution dans le temps. Donc, on a aussi 2 cartes de variation, de différence. Alors, la première, elle est relativement simple, simplement la différence des cartes de température entre 2013 et puis 2022. Je vous ai pris ici un exemple à Longueuil, il est relativement parlant parce que dans le fond, le quartier qui apparaît ici, c'est un quartier qui n'existait pas en 2013, les quelques rues là, et puis qui ont été construites entre 2013 et 2022, et c'est certain que forcément, ça ressort comme grosse différence, et forcément la température de surface, les îlots de chaleur ont été bien plus marqués en 2022 qu'ils ne l'étaient en 2013. De la même manière, on a aussi calculé la variation de l'indice SWI. Là, je ne vous l'avais pas détaillé dans son nom, mais c'est l'indice d'intensité d'îlot de chaleur de surface. Je ne vous le prononcerai pas en anglais, mon accent est horrible. Mais puis ça donne faim, par ailleurs, de voir ce genre de mots-là juste avant le lunch. Mais grosso modo, on a fait la différence en pourcentage aussi de cet indice entre 2013 et 2022. Alors, on a eu une petite occasion un peu manquée, parce que dans le fond, juste après que nos cartes aient été publiées, il y a à peu près un an, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été modifiée. Vous le savez sûrement, certains d'entre vous ont été confrontés à ça. Et dans la modification de cette loi, apparaissait à partir de maintenant l'obligation pour toutes les municipalités d'identifier les zones qui sont sujettes au phénomène d'îlot de chaleur urbain. Malheureusement, nos cartes, comme je vous le disais, elles couvrent uniquement les centres de population, donc autrement dit les municipalités qui sont les plus densément peuplées, mais pas toutes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à la demande du MAMACH, un peu en urgence, on a essayé d'adapter nos cartes, ou de créer une carte complémentaire qui viendrait rajouter les zones manquantes à la carte d'îlot de chaleur. Donc, ce qu'on avait, ça c'est la carte, vous reconnaissez le Québec forcément, le Saint-Laurent qui passe là en plein milieu. Ça, c'était la carte d'îlot de chaleur urbain produite par le CERFO. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un peu dans l'urgence toutes ces petites zones-là en plus, pour être sûr d'avoir une couverture de toutes les municipalités du Québec, dans le fond. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la même classification à 9 niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. Plutôt que faire une classification par périmètre d'urbanisation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les seuils de classification du centre de population le plus proche et on les a réappliqués aux écarts de température de chacun des périmètres d'urbanisation de la région pour avoir une certaine cohérence, disons, à l'échelle régionale. L'avantage d'avoir utilisé cette méthode-là, c'est qu'en fait, les deux cartes peuvent être mises côte à côte. Là, on a la carte initiale d'îlot de chaleur-fraîcheur urbain, et là, en mauve, toutes les zones qui n'étaient pas cartographiées, mais qui sont des périmètres d'urbanisation ou des parties de périmètres d'urbanisation qui n'avaient pas été cartographiées. Donc, si je vous affiche les deux cartes l'une à côté de l'autre, maintenant, vous ne pouvez pas faire la différence entre les deux. Là, il n'y a pas une rupture nette, pardon, les choses sont vraiment continues entre les deux cartes. Ça fait le tour de toutes mes cartes de température. Alors, je rassure le maître du temps, ça ira beaucoup plus vite pour la canopée. J'en ai qu'une seule à vous présenter. Dans le fond, dans le même plan PAC, on a aussi du financement pour cartographier la canopée. Alors, on s'est concentré sur les 6 RMR, donc les 6 régions métropolitaines de recensement, c'est ça.
Alors ces cartes-là, alors peut-être avant d'aller dans le technique, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y a certaines municipalités qui avaient déjà leurs cartes. La difficulté, c'est qu'en fait, la définition de la canopée varie souvent d'un scientifique à l'autre ou d'une personne à l'autre qui va réaliser ces cartes. Certaines personnes s'arrêtent à 2 mètres, d'autres à 3 mètres, d'autres à 2,50 mètres, etc. Donc nous, on a voulu avoir une carte qui était comparable pour les 6 RMR. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données LIDAR qui sont disponibles dans le partage gouvernemental. Qu'on a fait, quand je dis on, ça exclut la personne qui parle, c'est le CERFO qui a fait tout ça de nouveau, mais ces données ont été traitées par des modèles relativement complexes d'intelligence artificielle. Alors, c'est pas évident d'avoir une couverture si large. On aimerait bien avoir tout le Québec, mais déjà pour avoir les 6 RMR, c'est compliqué. Il a fallu en fait utiliser des données sur 10 ans pour avoir une couverture totale de ces 6 RMR. Mais quand même, le produit qu'on a au final, c'est une carte à très haute résolution d'1 mètre. Donc, on a des pixels qui font exactement 1 mètre de taille, ce qui donne quand même une idée assez claire de la réalité urbaine. Les données au téléchargement, vous pouvez avoir des données de manière continue en hauteur, mais dans le fond, comme nous, on a l'habitude de les présenter, on les présente à 3 mètres de hauteur, à 3 hauteurs différentes, donc à 2 mètres, à 3 mètres et à 7 mètres sur notre géoportail. Mais de nouveau, si vous téléchargez les données, vous pourrez avoir exactement la hauteur qui vous intéresse. Et donc, je vous le disais, c'est pour les 6 RMR du Québec. Alors, comment est-ce qu'on accède à ces différentes cartes? Deux manières, dépendamment d'à quel point vous êtes geek ou pas, disons. Si vous n'êtes pas habitué à jouer avec des cartes, en fait, elles sont toutes consultables sur le géoportail de la santé publique, dont l'adresse est là. Vous retrouverez toutes les cartes de chaleur dans la thématique qui s'appelle climat et adaptation au changement climatique et la carte de canopée dans la thématique environnement naturel. L'intérêt peut-être du géoportail, c'est que vous pouvez aussi afficher d'autres données. Typiquement, je pense dans le cas des îlots de chaleur fraîcheur, c'est intéressant de comparer ça avec l'indice de défavorisation matérielle et ou sociale, et puis plein d'autres données qui sont disponibles. Et puis vous pouvez partager ces cartes avec vos collègues, générer un lien, l'imprimer, etc. Normalement, c'est prévu pour que ce soit facile à utiliser. Pour les plus geeks, il y a aussi moyen de télécharger toutes ces données. Elles sont toutes ouvertes, disponibles sur Données Québec. Il y a 5 pages différentes selon que sont les cartes de 2013, de 2022, les cartes de différence, la carte qu'on a faite en complément et puis les cartes de canopée. Et sur chaque page, vous retrouverez la documentation ad hoc pour les différentes cartes. Je termine avec ceci, en parlant de documentation. Dans le fond, pour toutes les cartes de chaleur qui ont été réalisées par le CERFO et la carte de canopée, on a des rapports méthodologiques qui sont très longs et parfois compliqués à lire. Donc, si vous voulez